Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc c'est toujours M. Niass, professeur des SVT. Sur les cours donc secondaires au Sénégal, la suite, on avait entamé les facteurs abiotiques avec les facteurs climatiques. Donc on avait commencé les facteurs édaphiques qui concernent, comme nous le savons, les propriétés physico-chimiques, la nature, donc les particularités du type de sol. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et terminer cette partie avec, dans un premier temps, les propriétés physico-chimiques, parmi lesquelles on va poursuivre après la porosité et la perméabilité, avec les eaux du sol, la capacité de rétention et le point de flétrissement, donc qui sont autant de points importants pour comprendre donc les propriétés du sol. Et enfin, on terminera ces propriétés par donc celles qui sont chimiques, avec le CaH, complexe argilo-humique, et le pH qui joue sur l'acidité ou l'alcalinité du sol avec lequel on a affaire. Et enfin, la salinité du sol qui est un facteur important. La fin du chapitre sera marquée donc par l'étude des différents types de sols qui sont, comme nous allons le voir, donc, au nombre de 6 dans les grandes lignes. Alors, donc le premier point que nous allons entamer aujourd'hui concerne les eaux du sol. Alors, les eaux du sol, nous allons voir donc que dans un sol, il y a, comme nous le savons déjà, un ensemble de particules solides et il y a de l'eau. Et cette eau-là, nous allons voir qu'elle est en réalité subdivisée en 3 franges. Et vous devinez bien qu'en agriculture, en agronomie, il est très important de maîtriser l'eau dans un sol pour pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser les quantités de récolte, puisque l'eau est le facteur clé dans ce qu'on appelle donc les rendements agricoles. Donc ces eaux du sol comprennent 3 franges. La première frange est l'eau hygroscopique. Qu'est-ce qu'on appelle l'eau hygroscopique? Donc c'est une eau qui forme autour des particules solides une mince pellicule. Et c'est une eau qui est forte, qui adhère fortement aux particules. La conséquence, c'est quoi? C'est une eau qui sera utilisable ni par les animaux, ni par les végétaux. Donc, l'eau hygroscopique marque la frange non utilisable ni par les animaux, ni par les végétaux. Voilà pourquoi, dans certains documents, on l'appelle carrément eau non utilisable. La deuxième constitue ce qu'on appelle l'eau de capillarité. Capillarité. Alors, l'eau de capillarité, elle forme une frange d'eau qui se trouve dans les espaces plus ou moins libres laissés entre les grains. Donc, c'est une eau, contrairement à l'eau hygroscopique. Donc, contrairement à l'eau hygroscopique, l'eau de capillarité est localisée dans les pores et cette eau-là est donc disponible pour les animaux et pour les végétaux. Donc, c'est cette eau-là qui permet aux végétaux notamment, qui sont tributaires de la quantité d'eau dans l'eau, donc de survivre dans le type de sol. La troisième frange est appelée eau de gravité. Eau de gravité. L'eau de gravité, quand le sol est imbibé, notamment donc en cas de pluie, donc s'infiltre et va dans les couches donc inférieures, donc sous l'effet évidemment de la pesanteur, d'où son nom. Donc autrement dit, l'eau de gravité n'est pas disponible pour les êtres vivants. Donc c'est une eau qui ne permet pas aux êtres vivants donc de se nourrir, donc de s'abreuver en eau. Donc ce qui fait que dans les 3 franges d'eau ici, seule l'eau de capillarité est disponible pour les végétaux. Évidemment, il ne faut pas oublier que dans les types de sol, dans l'échantillon de sol, il n'y a pas que les végétaux. Donc il y a ce qu'on appelle les animaux microscopiques et globalement, seule l'eau de capillarité est disponible pour ces êtres vivants. On peut considérer donc l'eau de gravité comme étant temporaire puisque l'eau de gravité est
une eau dont la présence est temporaire dans le sol, puisque dès qu'il pleut, par exemple, nous savons qu'il y a une frange d'eau. Au moment de la pluie, on va pouvoir des flaques. Donc, dès que la pluie s'arrête, donc cette eau s'infiltre et en même temps, d'ailleurs, elle s'infiltre et va dans les couches inférieures où les racines des plantes ne pourront pas les trouver. L'exemple d'illustration que je donne donc souvent en classe, c'est il suffit de prendre une éponge qui est au départ une éponge sèche. Alors, pour illustrer les eaux du sol, prenons l'exemple donc où l'échantillon de sol est représenté par une éponge sèche. Donc, si vous plongez cette éponge sèche dans de l'eau et vous patientez, regardez, cette eau qu'on perd est en réalité l'eau de gravité. Donc, vous voyez, l'eau de gravité, sans effort, donc tombe carrément dans le seau parce qu'elle est soumise donc à ce qu'on appelle la force de pesanteur. Donc, cette eau qui est en train de s'égoutter est appelée l'eau de gravité. Donc, au moment où l'égouttement s'arrête, il reste dans mon échantillon de sol, donc il représente ici par l'éponge, l'eau de gravité étant perdue et se trouvant dans le seau, il reste dans l'éponge, donc ce qu'on appelle l'eau de capillarité et évidemment l'eau hydroscopique. L'eau de capillarité est utilisable par les êtres vivants. Donc, il suffit de presser, voilà, regardez, cette eau qui tombe là est l'eau de capillarité. Quand j'ai fini de dégoûter mon éponge, sous la force là, de la pression de ma main, il reste une éponge qui est mouillée. Donc, l'éponge qui est mouillée, est-ce qu'il y a de l'eau dessus? Bien sûr. Est-ce que cette eau, je peux presser jusqu'à la faire tomber? Non, parce qu'elle adhère fortement à l'éponge. Donc, cette eau qui reste dans l'éponge sera évidemment l'eau hydroscopique, non utilisable par les êtres vivants. Voilà un exemple d'illustration que j'ai l'habitude de proposer en classe. Alors, donc là, après les eaux du sol, nous allons nous intéresser à un autre paramètre qu'on appelle la capacité de rétention du sol, noté CR. Qu'est-ce qu'une capacité de rétention? Comme son nom l'indique, c'est la capacité d'un sol à retenir un certain volume d'eau. La formule que vous avez au tableau permet de calculer cette capacité de rétention en pourcentage. C'est M2 moins M1 sur M1. Le tout rapporté au pourcentage, bien sûr. M1, c'est la masse de l'échantillon de sol. Masse de l'échantillon, souvent exprimé en grammes. M2, c'est la masse toujours de l'échantillon, mais l'échantillon saturé en eau. Donc voilà la formule qui permet de façon très simple de calculer la capacité de rétention. Alors, il est important de noter que cette capacité de rétention, évidemment, va dépendre de la structure et de la texture. Si vous prenez un sol particulier, un sol qui est parti, donc une structure particulière, qu'est-ce qu'on remarque? Ce type de sol ne retient pas l'eau. Donc, un sol meuble, dès qu'il pleut, l'eau s'infiltre, donc c'est un sol qui aura une capacité de rétention faible. Par contre, un sol qui a une structure compacte aura une capacité de rétention très, très élevée. Les sols argileux purs, les sols donc durs, évidemment, retiennent de grandes quantités d'eau, donc ce qui est défavorable toujours au développement de la végétation qui a besoin d'eau. L'autre type de sol donc, qui est intermédiaire, donc les sols qui ont une structure gluméleuse, évidemment, une capacité de rétention intermédiaire, ce qui permet à ce type de sol de retenir une certaine quantité d'eau. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est toujours de penser aux êtres vivants. Un sol qui ne laisse pas l'eau s'infiltrer n'approvisionne pas les êtres vivants en eau, notamment le système racinaire. Un sol qui laisse passer l'eau s'infiltrer très rapidement, donc avec une perméabilité élevée, parce que c'est des paramètres proches. La capacité de rétention dépend et de la porosité et de la perméabilité, puisque c'est deux paramètres qui eux-mêmes dépendent de la structure et de la texture. Donc ce type de sol-là, qui a une capacité de rétention très, très faible, ne retient pratiquement rien. Donc autrement dit, les plantes vont se retrouver avec une très faible quantité d'eau de survie. Le troisième élément important à noter, c'est que c'est des éléments également qui peuvent évoluer dans le type de sol, puisque, comme nous allons le voir plus tard, le sol évolue dans sa structure, dans sa texture, peut évoluer sous l'effet donc de plusieurs facteurs, la température, les facteurs d'érosion. Donc au finish, le plus important, c'est de mettre le lien toujours entre le paramètre étudié et
les types de récoltes, le type de culture qui est donc visé. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal.